La température moyenne de notre planète sans l'effet de serre serait de 18 degrés Celsius en dessous de zéro. Un chiffre glacial qui transformerait complètement la Terre, un lieu inhabitable recouvert de glace éternelle où la vie telle que nous la connaissons ne pourrait tout simplement pas exister. Mais comment est-il possible qu'un mécanisme naturel si fondamental pour notre survie soit devenu le centre de l'un des débats les plus urgents et complexes de la science contemporaine? La réponse se trouve dans un phénomène qui est souvent mal compris, mais qui est absolument vital pour maintenir le délicat équilibre qui permet la vie, l'effet de serre. Ce processus n'est ni une invention humaine ni une anomalie récente. C'est un mécanisme physique inhérent à l'atmosphère de notre planète, fonctionnant depuis des milliards d'années. Pour le comprendre dans son intégralité, nous devons commencer par la source primaire de toute énergie sur Terre, le Soleil. Notre étoile émet une vaste quantité de rayonnement électromagnétique qui voyage à travers le vide de l'espace à une vitesse stupéfiante, environ 300 000 km par seconde. Cette énergie se propage sous forme d'ondes de différentes longueurs, des ondes radio de grande longueur d'onde aux rayons gamma de longueur d'onde extrêmement courte. La portion de ce spectre la plus pertinente pour la vie sur Terre et pour l'effet de serre est la lumière visible, le rayonnement ultraviolet et le rayonnement infrarouge à ondes courtes. Lorsque ce rayonnement solaire atteint l'atmosphère terrestre, une série d'interactions complexes se produit. Environ 30% du rayonnement solaire incident est réfléchi vers l'espace par les nuages, la surface brillante des océans, les calottes polaires et les couches de glace, ainsi que par les particules dans l'atmosphère. Cette capacité d'une surface ou d'un objet à réfléchir la lumière est appelée albédo. Les surfaces plus claires, comme la neige fraîche ou la glace, ont un albédo élevé, réfléchissant une grande quantité d'énergie. Les surfaces plus sombres, comme les océans ou les forêts, ont un albédo faible et absorbent la majeure partie du rayonnement. Les 70% restants du rayonnement solaire sont absorbés par l'atmosphère, les océans et la surface terrestre. Cette énergie absorbée est ce qui réchauffe notre planète. Une fois que la surface de la Terre a été chauffée par le rayonnement solaire absorbé, elle commence à irradier de l'énergie vers l'atmosphère sous forme de rayonnement infrarouge à ondes longues. Il est important de distinguer ici entre le rayonnement solaire entrant, qui est principalement à ondes courtes, et le rayonnement terrestre sortant, qui est à ondes longues. Ce rayonnement infrarouge est ce que nous percevons comme chaleur. Si la Terre n'avait pas d'atmosphère, toute cette énergie thermique s'échapperait directement dans l'espace et, comme nous l'avons mentionné au début, la température moyenne globale serait incroyablement froide, inviable pour la plupart des formes de vie. C'est ici qu'interviennent la magie de l'atmosphère terrestre et la fonction vitale de certains gaz. Notre atmosphère est principalement composée d'azote, qui représente environ 78%, et d'oxygène, qui représente près de 21%. Ces deux gaz principaux, bien que cruciaux pour la respiration et d'autres processus biologiques, n'absorbent pas significativement le rayonnement infrarouge à ondes longues émis par la surface terrestre. Ils lui sont transparents. Cependant, il existe un petit pourcentage d'autres gaz qui, bien que minoritaires en volume, sont de puissants absorbeurs de ce rayonnement thermique. Ce sont les gaz dits à effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre naturellement présents dans l'atmosphère incluent la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et l'ozone. Chacun de ces gaz possède des propriétés moléculaires uniques qui leur permettent d'absorber et de réémettre le rayonnement infrarouge. Lorsqu'une molécule de dioxyde de carbone, par exemple, absorbe un photon de rayonnement infrarouge, sa structure moléculaire commence à vibrer et à tourner avec plus d'énergie. Cette énergie est rapidement réémise dans toutes les directions, une partie vers l'espace extérieur et une autre partie de retour vers la surface terrestre et les couches inférieures de l'atmosphère. C'est cette réémission d'énergie vers le bas qui maintient la surface de la planète et la troposphère chaude bien plus qu'elle ne le serait sans ces gaz. La vapeur d'eau est, de loin, le gaz à effet de serre le plus abondant dans l'atmosphère. Sa concentration varie significativement selon la localisation géographique, la saison et l'altitude, mais en moyenne, elle représente entre 0,4% et 4% de l'atmosphère. La vapeur d'eau joue un rôle crucial dans la régulation du climat à travers le cycle hydrologique. L'évaporation de l'eau des océans, des lacs et des rivières, ainsi que la transpiration des plantes, introduisent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette vapeur se condense pour former des nuages qui, à leur tour, affectent l'albédo de la Terre et participent aux précipitations. Malgré son abondance et son puissant effet de serre, la vapeur d'eau agit plus comme une rétroaction que comme un forçage initial du réchauffement.
C'est-à-dire qu'une augmentation de la température, causée par d'autres facteurs, entraîne une plus grande évaporation et, par conséquent, plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui, à son tour, amplifie le réchauffement dans un cycle de rétroaction positive. Le dioxyde de carbone, bien que moins abondant que la vapeur d'eau, est le gaz à effet de serre anthropogénique, c'est-à-dire généré par les activités humaines, le plus significatif. Sa concentration atmosphérique s'est maintenue en équilibre naturel pendant des milliers d'années grâce à des processus tels que la respiration des plantes et des animaux, la décomposition de matière organique et les éruptions volcaniques. Cependant, depuis le début de la révolution industrielle au milieu du XVIIIe siècle, la concentration de dioxyde de carbone a considérablement augmenté. Avant cette période, la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone était d'environ 280 parties par million. En 2024, elle dépasse les 420 parties par million, une augmentation sans précédent dans l'histoire récente de la Terre. Cette augmentation est principalement due à la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour la production d'énergie, le transport et l'industrie. De plus, la déforestation à grande échelle contribue à cette augmentation car les arbres et la végétation absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère pendant la photosynthèse, agissant comme des puits de carbone naturels. En coupant et brûlant les forêts, non seulement le carbone qui est stocké est libéré, mais la capacité de la planète à absorber davantage de dioxyde de carbone est également réduite. Le méthane est un autre puissant gaz à effet de serre avec un potentiel de réchauffement global bien plus élevé que le dioxyde de carbone par molécule sur une période de 100 ans, bien que sa durée de vie dans l'atmosphère soit considérablement plus courte, environ 12 ans, comparée aux centaines ou même milliers d'années du dioxyde de carbone. Les sources naturelles de méthane incluent les zones humides, les termitières et les océans. Cependant, les activités humaines ont significativement augmenté les émissions. L'élevage, notamment la fermentation entérique chez le bétail, est une source principale. Les rizières inondées, l'extraction de combustibles fossiles, les déchets de déchets solides urbains et le traitement des eaux usées libèrent également de grandes quantités de méthane dans l'atmosphère. Par exemple, une vache peut produire entre 50 et 100 kg de méthane par an. Multiplié par le 1,5 milliard de têtes de bétail dans le monde, la contribution est énorme. Le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre encore plus puissant que le méthane, avec un potentiel de réchauffement global d'environ 273 fois celui du dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. Sa durée de vie dans l'atmosphère est d'environ 121 ans. Les sources naturelles de protoxyde d'azote incluent la décomposition de matière organique dans les sols et les océans. Les activités humaines qui contribuent à son émission sont principalement l'agriculture, en particulier l'utilisation d'engrais azotés synthétiques dans les cultures qui libèrent du protoxyde d'azote dans le sol puis dans l'atmosphère. Les processus industriels, comme la production d'acide nitrique et la combustion de combustibles fossiles, sont également des sources importantes. Les gozones, que l'on trouve aussi bien dans la stratosphère que dans la troposphère, jouent un double rôle. Dans la stratosphère, ils forment la couche d'ozone essentielle à la vie en protégeant la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Dans cette couche supérieure, il n'est pas considéré comme un gaz à effet de serre. Cependant, l'ozone troposphérique, c'est-à-dire celui que l'on trouve dans la couche la plus basse de l'atmosphère près de la surface, est un gaz à effet de serre et un polluant de l'air. Il se forme à la suite de réactions chimiques entre des polluants émis par les véhicules, les industries et d'autres sources. Sa présence dans la troposphère contribue au réchauffement global et peut provoquer des problèmes respiratoires chez les êtres vivants. Enfin, nous avons les gaz fluorés, qui sont un groupe de gaz synthétiques produits par l'être humain. Ils incluent les hydrofluorocarbones, les perfluorocarbones, l'hexafluorure de soufre et le trifluorure d'azote. Bien que leur concentration dans l'atmosphère soit bien inférieure à celle du dioxyde de carbone, leur potentiel de réchauffement global est des milliers et dans certains cas des dizaines de milliers de fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Ils sont utilisés dans une large gamme d'applications industrielles, comme les réfrigérants, les propulseurs dans les aérosols, les agents moussants et les solvants, ainsi que les isolants électriques. Par exemple, l'hexafluorure de soufre a un potentiel de réchauffement global 23 500 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, et une durée de vie atmosphérique de 3200 ans. Ces gaz, bien que libérés en moindre volume, ont un impact démesurablement grand sur l'effet de serre. Ensemble, ces gaz forment une sorte de couverture ou de toit autour de la Terre, similaire au verre d'une serre réelle, d'où le nom. Ils permettent à la radiation solaire à ondes courtes de pénétrer et de réchauffer la surface, mais ils empêchent la radiation infrarouge à ondes longues de s'échapper à nouveau dans l'espace. Sans cette couverture naturelle, notre planète perdrait très rapidement de la chaleur pendant la nuit et en l'absence de lumière solaire directe, ce qui entraînerait des fluctuations de température extrêmes et un climat mondial inviable. Pensez à la Lune, qui est dépourvue d'atmosphère significative.
Les températures à sa surface varient drastiquement, de 120 degrés Celsius pendant le jour lunaire à moins 170 degrés Celsius pendant la nuit. Ceci illustre l'importance cruciale d'une atmosphère avec des gaz à effet de serre pour modérer les températures et créer un environnement stable et propice à la vie. La Terre, grâce à cet effet de serre naturel, maintient une température moyenne mondiale d'environ 15 degrés Celsius, une température qui permet l'existence d'eau liquide en abondance, la formation d'écosystèmes complexes et le développement de la biodiversité que nous observons. C'est cet effet naturel qui a permis l'évolution de la vie au cours de milliards d'années, donnant naissance à l'étonnante variété d'espèces qui habitent notre planète. Des profondeurs des océans, au sommet des montagnes, la vie a prospéré sous le manteau protecteur de l'effet de serre naturel. Le problème survient lorsque les activités humaines intensifient cet effet naturel, ce qui est connu sous le nom d'effet de serre intensifié ou anthropique. Pendant la majeure partie de l'histoire géologique de la Terre, les concentrations de gaz à effet de serre sont restées relativement stables, fluctuant dans des limites naturelles en raison de processus tels que les cycles orbitaux de la planète, les éruptions volcaniques massives et les événements d'altération des roches. Cependant, l'ampleur et la vitesse des changements observés au cours des 250 dernières années sont sans précédent. Depuis le début de l'ère industrielle, nous avons libéré des quantités massives de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un rythme que les processus naturels ne peuvent ni absorber ni équilibrer. Les données scientifiques qui étayent cette affirmation sont accablantes et proviennent de multiples sources. L'un des registres les plus emblématiques est la courbe de Kaling, qui mesure la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis 1958 à l'Observatoire de Mauna Loa à Hawaï. Ce graphique montre une augmentation constante et prononcée des concentrations de dioxyde de carbone année après année. En 1958, la concentration était de 315 parties par million. Aujourd'hui, comme mentionné, elle dépasse les 420 parties par million. Il ne s'agit que d'un point de données, mais il est corroboré par des mesures provenant de stations du monde entier et par l'analyse de bulles d'air piégées dans des carottes de glace antarctiques et groenlandaises qui fournissent un registre atmosphérique remontant jusqu'à 800 000 ans. Ces carottes de glace révèlent que les concentrations actuelles de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux sont les plus élevées depuis, au moins, les 800 000 dernières années. Les conséquences de cet effet de serre intensifié sont ce qui est à l'origine du changement climatique mondial. En retenant plus de chaleur, la température moyenne de la Terre augmente. Les relevés de température mondiaux, compilés par des agences telles que la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis et la National Aeronautics and Space Administration, montrent que les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites depuis 2010. L'année 2023, par exemple, a été la plus chaude enregistrée depuis le début des relevés modernes en 1880. Ce réchauffement n'est pas uniforme dans toutes les régions, mais la tendance générale est indéniable. L'une des conséquences les plus visibles est la fonte des glaciers et des calottes glaciaires polaires. Les glaciers des Andes, de l'Himalaya et des montagnes rocheuses reculent à un rythme alarmant. Par exemple, les glaciers des Alpes ont perdu plus de la moitié de leur volume depuis 1980. Au Groenland et en Antarctique, les vastes calottes glaciaires se déstabilisent et perdent de la masse à un rythme accéléré. Cette fonte contribue directement à l'élévation du niveau de la mer. Les océans se dilatent également thermiquement à mesure qu'ils se réchauffent, de la même manière que l'eau se dilate lorsqu'il chauffe dans une casserole. Le niveau moyen mondial de la mer a augmenté d'environ 20 cm au cours du dernier siècle et le taux d'augmentation s'est accéléré à plus de 3 mm par an au cours des dernières décennies. Cela représente une menace existentielle pour les communautés côtières basses, les petites îles et les écosystèmes de zones humides saumâtres. Des villes comme Miami aux États-Unis ou Venise en Italie connaissent déjà des inondations plus fréquentes et il est prévu que la situation s'aggrave considérablement au cours des prochaines décennies. Le réchauffement climatique altère également les modèles climatiques mondiaux, ce qui se manifeste par des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus sévères. Les vagues de chaleur sont plus intenses et plus durables, affectant la santé humaine et l'agriculture. Les incendies de forêt sont plus fréquents et dévastateurs, comme ceux observés en Californie, en Australie et dans le bassin amazonien. Les sécheresses sont plus prolongées dans certaines régions, exacerbant la pénurie d'eau et la désertification, tandis que d'autres régions connaissent des pluies torrentielles et des tempêtes plus intenses, provoquant des inondations sans précédent.
Les ouragans et les cyclones tropicaux, bien que pas nécessairement plus fréquents, montrent une intensité accrue, avec des vents plus forts et des pluies plus abondantes, en raison des eaux océaniques plus chaudes qui les alimentent. Les océans, qui absorbent une partie significative de l'excès de chaleur et de dioxyde de carbone de l'atmosphère, subissent également de profonds changements. Outre le réchauffement et la dilatation thermique, l'augmentation de l'absorption de dioxyde de carbone entraîne l'acidification des océans. Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, il forme de l'acide carbonique, ce qui réduit le pH de l'océan. Cela a des effets néfastes sur la vie marine, en particulier sur les organismes dotés de coquilles et de squelettes en carbonate de calcium, tels que les coraux, les mollusques et le plancton. Les récifs coralliens, vitaux pour la biodiversité marine et comme barrière naturelle contre les tempêtes, subissent un blanchissement et une dégradation à l'échelle mondiale, menaçant la base d'écosystèmes marins entiers. La biodiversité mondiale est également soumise à une pression immense. À mesure que les températures et les régimes climatiques changent, de nombreuses espèces luttent pour s'adapter. Les aires de répartition géographique des plantes et des animaux se déplacent vers les pôles ou vers des altitudes plus élevées. Les espèces qui ne peuvent pas migrer assez rapidement ou qui se heurtent à des barrières physiques, comme les montagnes ou le développement urbain, risquent l'extinction. Des exemples notables incluent le blanchissement massif de la Grande Barrière de Corail en Australie, le déclin des populations de manchots en Antarctique, dont les sources de nourriture sont affectées par le changement climatique, et l'altération des cycles de floraison des plantes qui impactent directement les populations d'insectes pollinisateurs. Il est crucial de comprendre que, si l'effet de serre naturel est un don pour la vie, l'effet de serre intensifié par l'activité humaine représente un défi mondial qui nécessite une action concertée. La science est claire et le consensus scientifique est écrasant. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIAC, un organisme des Nations Unies qui rassemble des milliers de scientifiques du monde entier, a conclu dans ses rapports successifs que l'influence humaine est la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Relever ce défi implique une transformation profonde de la manière dont nous générons et consommons l'énergie, dont nous produisons des aliments et dont nous gérons nos ressources naturelles. L'une des solutions les plus fondamentales est la transition vers les sources d'énergie renouvelables. L'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et géothermique n'émettent pas de gaz à effet de serre pendant leur fonctionnement. Des pays comme le Costa Rica ont réalisé des progrès impressionnants, faisant fonctionner une grande partie de leur mix énergétique avec des sources renouvelables pendant de longues périodes. L'investissement dans les infrastructures d'énergie propre et le développement de technologies de stockage d'énergie, telles que les batteries avancées, sont essentiels pour cette transition. L'efficacité énergétique joue également un rôle vital. Utiliser moins d'énergie pour accomplir les mêmes tâches réduit la demande totale et par conséquent les émissions. Cela inclut l'amélioration de l'isolation des bâtiments, l'utilisation d'appareils électroménagers à faible consommation, ainsi que le développement de véhicules électriques et de systèmes de transport public plus efficaces. Par exemple, dans des villes comme Copenhague, l'utilisation extensive de vélos et un système de transport public robuste ont été promus, réduisant considérablement la dépendance aux véhicules motorisés. Individuel. Dans le secteur agricole, la mise en œuvre de pratiques durables peut réduire les émissions de méthane et d'oxyde nitreux. Cela inclut une meilleure gestion des déchets animaux, une utilisation plus efficace des engrais pour éviter la sursaturation du sol et le développement de nouvelles pratiques agricoles qui séquestrent le carbone dans le sol, comme l'agriculture de conservation et l'agroforesterie. La réduction du gaspillage alimentaire est également cruciale car les aliments jetés dans les décharges se décomposent et libèrent du méthane. Le reboisement et la conservation des forêts existantes sont des solutions basées sur la nature qui offrent de doubles avantages. Les arbres agissent comme des puits de carbone, absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère à mesure qu'ils grandissent. Des projets de reboisement à grande échelle, comme la Grande Muraille Verte en Afrique, visent à restaurer des écosystèmes dégradés tout en capturant des millions de tonnes de carbone. Protéger les forêts primaires, comme la forêt amazonienne, est tout aussi importante, car ce sont des écosystèmes riches en biodiversité et des réservoirs massifs de carbone. L'innovation technologique offre également des opportunités. Les technologies de capture et de stockage du carbone, bien qu'encore en développement et confrontées à des défis économiques et d'échelle, visent à capturer le dioxyde de carbone directement à partir des sources d'émissions, telles que les centrales électriques ou les industries, et à le stocker sous terre.
Cependant, ces technologies ne doivent pas être considérées comme une solution unique, mais comme un outil complémentaire dans une stratégie globale de réduction des émissions. Au niveau mondial, la coopération internationale est indispensable. Des accords comme le protocole de Kyoto, adopté en 1997, et l'accord de Paris, adopté en 2015, ont jeté les bases permettant aux pays de travailler ensemble à la réduction des émissions et à l'adaptation aux impacts du changement climatique. L'accord de Paris, en particulier, fixe l'objectif de limiter l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels et de préférence à 1,5 degré Celsius, reconnaissant l'urgence de la crise. Ces accords, bien que non parfaits, représentent un cadre crucial pour l'action collective. La transformation nécessaire est monumentale, mais elle n'est pas impossible. Elle requiert une volonté politique, des investissements économiques significatifs et la participation active de chaque individu. De petites actions quotidiennes peuvent s'additionner pour générer un impact collectif considérable. La réduction de la consommation d'énergie à la maison, le choix d'options de transport plus durables, comme la marche, le vélo ou l'utilisation des transports en commun, l'adoption d'un régime alimentaire à moindre empreinte carbone, ainsi que la réduction et le recyclage des déchets sont des exemples de la manière dont chacun d'entre nous peut contribuer. Comprendre l'effet de serre sous sa forme naturelle et dans son intensification anthropogénique est la première étape pour protéger notre planète. C'est un système délicat et puissant qui a fait de la Terre le foyer vibrant qu'elle est. Maintenant, plus que jamais, il est vital que nous agissions avec connaissance et détermination pour nous assurer que cet effet reste un allié pour la vie et non une menace. Si cette histoire a piqué votre curiosité et vous a apporté une nouvelle compréhension, n'hésitez pas à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et laissez-nous un commentaire avec vos réflexions. Votre participation nous aide à continuer d'explorer et de partager des connaissances vitales pour notre monde.